Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers de Périgueux dans le Périgord. Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sociologiques sur la famille contemporaine occidentale. Mon Dieu, quel titre bien compliqué. En fait, ça va être très facile ce soir. Ce soir, nous avons le pape français du QI, du quotient intellectuel, Monsieur Philippe Gouyoux, qui est en direct avec nous. Monsieur Gouyoux, bonjour. 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 Il est avec nous donc en visio, mais la technologie est formidable. Nous allons d'ailleurs enregistrer et vous retrouverez toute cette interview visuellement disponible également sur YouTube. Alors, Philippe Gouyoux a publié un certain nombre d'ouvrages. Donc, il a commencé en 1998 avec le guide pratique de l'enfant surdoué, repérer et aider les enfants précoces. Nous en sommes à la 12e édition, s'il vous plaît, paru en 2019. Il a également traduit en 2003 Hommes, femmes, l'évolution des différences sexuelles humaines. Il est à la 3e édition de l'ouvrage Pourquoi les femmes des riches sont belles, programmation génétique et compétition sexuelle. On va en parler un petit peu s'il y a un sujet là. Mais surtout, il a sorti en 2024 QI des causes aux conséquences de la génétique au capitalisme cognitif. C'est un sujet qui est intéressant, qu'on a déjà essayé de traiter plusieurs fois sur RLP. J'avais des questions à poser. Je suis donc allé m'adresser à la personne qui pouvait répondre à mes questions. Philippe Gouyoux, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre présentation ? Non, on pourrait juste peut-être rajouter que j'ai des sites web. J'avais créé le premier site francophone sur le QI et les enfants surdoués. Qui est maintenant sous l'adresse douance.org ou douance.com, et le premier site francophone sur la psychologie évolutionniste, qui est evopsy.org. Ce sont ces sites qui m'ont permis d'être repéré et en contact avec les chercheurs du monde entier, et donc avoir accès à un certain nombre d'informations qu'ensuite j'ai traduites en livre. D'accord. Vous êtes également au niveau professionnel un homme orchestre, si j'ai cru comprendre. Vous avez des formations, vous avez travaillé dans différents domaines tels que le commercial, le marketing, l'informatique, la haute technologie, le journalisme. J'en ai oublié ? Voilà. Non, actuellement je suis journaliste donc à Monaco. Oui. Journaliste économique, avec une formation d'origine en marketing, et une passion pour tout ce qui est psychologie, donc qui prend énormément de temps. Ça, c'est intéressant. Quand on rentre dedans, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Voilà, c'est ce qui me prend le maximum de temps. Ça a certainement tué ma carrière, parce que je passais plus de temps là-dessus qu'à être le bon cadre standard, on va dire. Donc maintenant, je suis journaliste économique à Monaco. D'accord. Et conseil en conseil en psychomarketing, c'est-à-dire que je propose aussi des formations et du consulting. Tout ce qui est application de la psychologie au marketing, à la communication et au management. D'accord, donc les gens qui nous vendent des trucs super gras avec du sucre blanc, c'est vous en fait. Voilà, en gros, c'est... vous êtes manipulé par des gens qui font le même métier que moi. D'accord. Il faut le savoir. Je suis là pour vous aider à vous en défendre. Ah, vous êtes du bon côté de la barrière. D'accord. Oui. Non, on peut le voir comme ça aussi. J'avais fait des formations en PNL. On m'avait expliqué assez rapidement que si l'eau était tout au fond du magasin et que si vous arriviez en voulant acheter un truc et que vous ressortiez en en ayant acheté 4, c'est qu'il s'était passé quelque chose. Voilà. C'était... Ouais. Non, il y a des techniques de manipulation, etc. C'est apprendre à les connaître pour aussi s'en défendre. D'accord, donc vous êtes du bon côté de la barrière, très bien. Écoutez, on va rentrer assez rapidement pour les béotiens qui nous écoutent. Définition rapide du QI, qu'est-ce que le QI, QI, intelligence, tout ça, en quelques secondes, là, dites, rafraîchissez-nous la mémoire. Alors, l'intelligence, tout le monde sait globalement ce que c'est, mais personne n'est capable d'en donner une définition scientifiquement valide, c'est-à-dire suffisamment stricte pour que tout le monde se réfère à elle. Il y a eu énormément de recherches, etc. Et on a fini par découvrir que quelqu'un qui était bon sur une capacité cognitive, considérée comme une intelligence, était bon aussi généralement, sur le grand nombre, sur les autres capacités.
Et à partir de là, par des méthodes statistiques qu'on appelle l'analyse factorielle, on a défini un facteur général d'intelligence qui est commun à tous les types d'intelligence et qui est mesuré par le QI, qu'on appelle maintenant intelligence générale ou tout simplement intelligence. C'est-à-dire quand les gens parlent d'intelligence multiple, en fait, ils ne parlent que de composantes de quelque chose qui est plus général, qui est assez stable chez l'humain, qui est son intelligence générale. Le QI cherche à mesurer ça. D'accord. Alors, il faut bien voir que le QI, on ne sait pas mesurer précisément l'intelligence. On ne sait pas dire, par exemple, si on veut mesurer la force de quelqu'un, on peut mesurer quel poids il arrive à soulever. Il arrive à soulever 100 kilos, il est plus fort que quelqu'un qui arrive à en soulever seulement 50. On ne sait pas faire la même chose, on ne sait pas avoir une mesure précise pour l'intelligence. Ça donne quoi? Ça donne qu'on va faire des comparaisons avec les autres. On va dire telle personne est plus intelligente que telle autre ou moins intelligente que telle autre. D'accord. D'où la définition du QI moyen. Le QI de 1, de 100, c'est en fait le QI moyen du groupe concerné. Exactement. C'est-à-dire que le chiffre de QI, alors chez les enfants c'est un peu différent parce qu'il y a des QI en âge mental, on pourrait y revenir, mais le QI tel qu'on en parle d'habitude, le QI standard, 100 c'est la moyenne de la population, c'est le niveau moyen de la population de référence. Quand on dit quelqu'un a un QI de 120, on dit juste qu'il a un résultat au test cognitif meilleur que 90% de la population. Oui. 125 meilleur que 95% de la population. Donc, c'est le QI en lui-même indique une population, il n'indique pas une force précise. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est une comparaison avec les autres. Alors, évidemment, on a des normes internationales qui permettent de comparaison internationale, c'est-à-dire on peut se référer à des normes standards. Mais quelqu'un qui a un QI de 140 n'est pas 2 fois plus intelligent que quelqu'un qui a un QI de 70. C'est juste que l'un est quasiment dans les 1 sur 1000, pas loin, et que l'autre est dans la grande masse de la population, quoi. C'est-à-dire énormément de gens sont plus intelligents que lui. D'accord. Il y a quand même des tests qui ont été établis. Moi, je me souviens d'avoir vu, par exemple, des évaluations de QI sur les animaux, où on essayait de classer les animaux par ordre avec des choses assez simples. On mettait à manger, puis on mettait un grillage devant, et puis on regardait ceux qui allaient s'arrêter devant, ceux qui faisaient le tour, ceux qui creusaient, ceux qui sautaient. On commençait par la poule, je crois, qui n'était pas forcément très évoluée. Le chien allait mieux. Donc il y avait quand même des critères qu'on arrivait à regarder. Alors oui, il y a un point. On peut prendre par exemple une image, c'est la taille. Imaginez qu'on ne sache pas, on n'ait pas la notion de mètre, de mesure. On peut dire telle personne est plus grande que telle autre. On peut dire, voilà, cette personne est dans les 10% les plus grands de la population. Avec l'habitude, vous saurez que cette personne qui est dans les 10% les plus grandes est capable d'atteindre telle étagère que telle autre ne peut pas. C'est-à-dire vous aurez une vision globale de ce que la personne peut faire, une intuition de ce que la personne peut faire, même sans avoir la notion de mesure. Pour le QI, c'est pareil. On sait qu'une personne qui a un QI de 145 parviendra à faire certaines choses qu'une personne qui a un QI de 120 n'arrivera pas. Mais c'est une intuition. On n'a pas la mesure précise de ce qu'est l'intelligence. D'accord. On ne peut que comparer les trucs. Par contre, on en a, en effet, une intuition. Oui, effectivement, ça c'est une réponse qu'on m'a faite il y a quelques mois lorsque j'ai dit, regardez, voici, il y a une carte mondiale du QI. Comment se fait-il qu'il y ait un tel rassemblement de haut QI en Asie du Sud-Est et que dans d'autres continents et autres, les chiffres ne soient pas forcément les mêmes? On m'a répondu d'ailleurs que mesure-t-on exactement? Est-ce que les évaluations, les tests sont effectués de la même manière? Est-ce qu'on prend en compte certaines capacités locales qu'on n'a pas forcément besoin de faire ailleurs? Donc effectivement, définir ce que c'est que l'intelligence en fait, c'est une notion qui va être relative forcément par rapport à son environnement, par rapport aux circonstances. Alors, elle est absolue ou elle est relative? Alors c'est relatif, mais quand on a une norme et qu'on sait que on a un point de référence, même si c'est relatif, on a une compréhension de ce que c'est. Et alors la question de la carte des QI, en 2 mots, elle est valide, globalement.
avec des marges d'erreur bien sûr, mais bon, globalement valide. On sait que dans différents endroits du monde, au cours de l'histoire humaine, même assez récente, même les dernières centaines d'années, il y a eu des sélections différentes sur l'intelligence. Et dans certaines régions, les personnes les plus intelligentes ont eu plus d'enfants, comme c'est en grande partie génétique. Eh bien, ça a provoqué une augmentation du QI général, du QI moyen de la population, alors que dans d'autres, c'était d'autres critères qui étaient sélectionnés. Et comme on sait, on pourrait y revenir certainement après, c'est ce qu'on appelle le capitalisme cognitif, que le QI moyen d'une population est corrélé avec plein de critères, notamment économiques, eh bien, on a une explication de pourquoi certaines régions réussissent mieux que d'autres selon les critères économiques. D'accord. Alors, je tiens à préciser un point, parce que là, ça fait hurler beaucoup de gens quand je dis ça. Le QI n'est pas une mesure de la valeur de la personne. C'est une caractéristique qui est mesurée. C'est-à-dire, si je dis une personne fait 1m80, je n'ai pas dit ce que valait la personne. Il n'y a pas de notion de valeur. C'est juste une caractéristique. Et cette caractéristique, on s'est rendu compte que pour expliquer la richesse des nations, c'était la caractéristique la plus importante, celle qui a le plus d'influence, encore plus que la liberté économique. Et donc, c'est un critère à prendre en compte si on veut expliquer quelque chose. Mais ce n'est pas un jugement sur la personne. Ouais, tout à fait. Ni sur ces personnes-là. Juste très rapidement, alors on va rentrer dans le domaine de la famille. Le QI, qui c'est qui le donne? C'est papa qui donne le QI? C'est maman qui donne le QI? C'est l'environnement? C'est inné? C'est acquis? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, donc autant débunker un peu ça dès le départ, là. Alors, globalement, c'est très, très fortement génétique. D'accord. C'est-à-dire, ça vient des parents. Alors, tous les 10 à 15 ans, on entend que tout d'un coup, une nouvelle étude a trouvé que c'est la mère qui donne l'intelligence à l'enfant. Je me rappelle c'était fin des années 90, j'ai une amie qui m'a dit ça, qui m'a dit, on est deux exemples que non. Oui, j'en ai quelques-uns dans mon entourage proche. Là, il est évident que c'est pas la mère qui a donné le QI à l'enfant. Mais ça, c'est pas une critique générale. Ça veut dire que c'est pas une règle, en fait. Voilà. Non, en fait, c'est pas valide. C'est pas ça vient des deux parents. On ne sait pas mesurer de quelle manière. Enfin, il y a pas. On va dire c'est l'alchimie des deux parents. Voilà, c'est l'alchimie des deux parents qui fait que. Ok. Il n'y a pas de transmission du QI. Je veux dire, les enfants d'Einstein étaient aussi à 144 ou il y a quelque chose. Alors, il y a une régression vers la moyenne. Régression vers la moyenne de la population, ce qui fait que les parents des enfants de QI, si les deux parents ont 140, l'enfant n'aura pas 140 forcément, en moyenne. D'accord. Ok. Par contre, il peut y avoir aussi des accidents génétiques dans l'autre sens, c'est-à-dire les deux parents ont 100 et l'enfant a 130. Donc on ne fera pas d'eugénisme en essayant de trouver des gens intelligents pour créer des enfants intelligents, ça ne marchera pas. Alors, si on fait alors le fait que les parents intelligents aient plus d'enfants augmente le QI moyen. C'est-à-dire si les parents de 130 à 130 ont plus d'enfants que ceux à 100, le QI va monter. Donc, si on veut augmenter le QI, il faut que ça soit, statistiquement, il y a plus de chances qu'ils viennent de parents à QI élevé. Il y a comme je disais, des accidents génétiques, des cas particuliers. Il y a des parents très intelligents qui ont des enfants très bas en QI. Il y a des parents assez limités qui ont des enfants à QI beaucoup plus élevés. Mais les QI extrêmes naissent généralement dans des familles à QI déjà assez élevés. Le QI moyen des parents donne quand même une bonne indication sur le grand nombre du QI des enfants. Ok. Je suppose qu'il y a un potentiel, quand on lit les études style Montessori et ce genre de choses, visiblement, le traitement des premières années aide le QI à se manifester. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a une part d'acquis aussi, il n'y a pas que de l'inné. Alors, il y a une part d'acquis, mais là, il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que on remarquera que moi, j'aime bien l'image de la force physique.
Si vous prenez quelqu'un de 60 ans, quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 5 ans, ils vont montrer des forces physiques extrêmement différentes. Hein, celui de 20 ans sera plus fort que les deux autres, et celui de 5 ans sera vraiment pas fort du tout. On peut parler d'une force générale, c'est-à-dire que ça soit le bras qui soit mesuré ou la jambe, on retrouvera cette même différence. Mais par contre, si on veut mesurer cette force, on ne peut le faire que par la manifestation. Comment cette force se manifeste? C'est-à-dire, on va dire, voilà, avec cette force-là, il arrive à soulever tel poids. C'est pareil pour le QI, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'intelligence en voyant comment elle se manifeste. Or, votre force à vous dépend donc de votre force générale, qui est assez marquée par votre âge, par un certain nombre de trucs, mais aussi de votre forme du jour. C'est-à-dire, ce jour-là, vous êtes grippé, votre force sera beaucoup plus faible. Au contraire, vous êtes en pleine forme, etc. Vous êtes dynamique, vous avez bien mangé, vous avez pris des stimulants. Oui, mais on a vu par exemple que la malnutrition dans les premiers mois ou les premières années empêchait le développement du cerveau et donc forcément il y a des conséquences par rapport à l'acquis, l'environnement. Alors, dans ce sens-là, si l'enfant n'a pas... C'est un peu comme la taille physique. La taille physique est extrêmement génétique, mais si l'enfant n'a pas les constituants pour grandir, n'a pas la nourriture suffisante pour grandir, ou un stress, ou une maladie, quelque chose comme ça, il sera plus petit qu'il n'aurait dû être génétiquement. Voilà, d'accord. Mais on ne sait pas, par contre, encore, peut-être qu'on y arrivera, on ne sait pas encore comment augmenter durablement le QI. D'accord. Par contre, le fait de on peut jouer sur la manifestation, le côté manifestation, mais c'est un peu... si vous voulez, un test de QI, ça mesure le facteur général d'intelligence et ce qu'on appelle des facteurs S, des facteurs spécifiques. C'est quelle est votre force générale et qu'est-ce qui fait que ce jour-là, vous allez être. Donc, la question sous-jacente pour les parents, la question sous-jacente pour les parents, c'est faut-il s'occuper des enfants très tôt, comme certains psychologues le disent, comme Maria Montessori le dit. Est-ce que ça a un intérêt, comme dans certains pays d'Asie, de commencer extrêmement tôt certains apprentissages et certains développements, ou alors on s'en fout, on les laisse jouer, on leur apprendra à lire à 9 ans, on leur apprendra l'anglais à 12, et s'il est intelligent, tout ira bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je caricature un petit peu, mais bon. J'ai envie de vous répondre les deux. D'accord. Merci, mon général. Voilà, les deux, parce que... Non, parce qu'il y a deux questions différentes. Il y en a une, sur le QI en lui-même, que vous fassiez l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura peut-être un petit impact, mais ça ne sera pas énorme. Hein. Vous ne ferez pas passer un enfant de 100 à 140. Par contre, sur ce que la personne va faire du QI, là, il faut que ça soit adapté à l'enfant. Et en effet, moi, j'ai tendance à penser que si l'enfant a des capacités, par exemple, il a un QI de 130 dès le départ, il faut le stimuler très tôt. Et le stimuler beaucoup plus que ce qu'on dit. Moi, c'est ce que je préconise d'après ce que j'ai lu. Hein. Mais en synthèse de ce que j'ai lu, je pense que c'est la meilleure stratégie. Alors, je vais rappeler rapidement. Je suis obligé d'avancer parce qu'on rend l'antenne dans 10 minutes. Mais quand j'étais à Bangkok, on était très souvent parents d'enfants bilingues ou trilingues en tant qu'expatriés, ce qui est normal parce qu'ils étaient à l'école scolarisés, donc il y avait anglais et thaïlandais. Déjà, c'est intéressant parce qu'il y a 2 alphabets différents, 2 langues qui sont différentes, plus la langue du couple. Donc, on avait énormément d'enfants trilingues. Donc on s'est intéressé à la problématique notamment du multilingue et moi j'étais forcé de me rendre compte, notamment en allant au Cambodge et autres avec diverses méthodes d'apprentissage de la langue, que s'occuper des enfants tôt, eh ben, ça les rendait plus rapidement accessibles à la lecture. Si on les formait à 4, 5, 6 langues avant la phase de fossilisation, on avait des gens qui avaient plusieurs langues natives pour la vie, tandis que si on s'en occupait pas, eh ben, ils les avaient pas. Oui, alors là, c'est un cas particulier de la langue. C'est qu'en effet, il y a ce qu'on appelle des programmes qui se ferment. Votre terme fossilisation est excellent. Des programmes qui se ferment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau dit c'est la distinction, ce qui est bruit et ce qui est langue. Ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Et à un moment donné, le cerveau dit ça y est, j'ai fini par distinguer. C'est une adaptation à l'environnement. Et ce qui fait que nous, par exemple, français, la langue française utilise très peu de fréquences par rapport à d'autres langues. Et on a tendance à dire que tout ce qui sort de ces fréquences, c'est du bruit.
et donc ne pas l'entendre, ne pas le classer comme signifiant. Voilà. C'est pour ça qu'à 13-14 ans, on a du mal. On est très mauvais. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on l'a fait trop tard. C'est une des explications. Parce qu'on le fait trop tard. On l'a fait trop tard. Ok. Alors, il donnait, une étude que j'avais vue, c'était entre 6 et 10 mois, entre 6 et 12 mois, et surtout entre 8 et 10. Alors il y a un phénomène qui est très très commun, je l'ai constaté de multiples fois quand je regardais mes amis, mes compatriotes et tout arriver à l'école, c'est on se pointe devant l'institutrice, on dit regardez, il est magnifique, il pense bien, il y a quelque chose. Madame, je vous assure, mon enfant là, il y a quelque chose. Ce qui est un comportement de parent normal, on aime son enfant, on l'idéalise et autres. Alors question 1, comment on reconnaît qu'il a un potentiel par des méthodes raisonnables et non pas par la voix du cœur et l'émerveillement qu'on a devant cette tête qu'on a produit là. Comment on se rend compte qu'il a effectivement quelque chose et ensuite comment on s'en occupe? Alors, première chose, comment on se rend compte? Bon, on peut avoir des signes si l'enfant lit énormément, etc., très jeune, ou s'intéresse à des centres d'intérêt ou un langage qui correspond pas à son âge. Bon, on peut se dire il y a quelque chose. On ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas fait tester. Donc, la personne qui arrive qui dit mon enfant il est surdoué, j'en suis sûr, etc., etc. Ok, on va faire tester, on va voir. Allez-en par une institutrice, elle va vous dire 90% des parents sont convaincus qu'ils ont un phénomène à la maison. Ce qui est normal, c'est humain, mais je vous assure que du point de vue de l'école, le ressenti des parents qui arrivent, c'est vraiment celui-là. Et alors ensuite, comment on fait? C'est là que ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut... ce que je défends, c'est trois choses. Accélération, c'est-à-dire faire que l'enfant aille plus vite à l'école. Approfondissement, c'est-à-dire qu'il aille plus profondément dans les sujets. La complexification, c'est-à-dire que ça soit présenté de manière plus complexe, qu'il comprenne mieux la complexité. C'est-à-dire des méthodes d'apprentissage un peu différentes. Ça, c'est dans le guide pratique de l'enfant surdoué que c'est développé. Donc concrètement, on le met en Montessori, on lui donne des cours supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un avis très positif sur Montessori, mais je sais, j'ai pas de connaissance d'études sur les liens entre... le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils individualisent l'étape de formation. C'est pas, on va pas tous en groupe à la même vitesse. Si toi, vas-y, t'as ça à faire, et on regarde comment tu avances. Et donc, l'apprentissage est individualisé. C'est surtout ça l'avantage, en fait. On voit qu'il y avait plusieurs milliardaires de la Silicon Valley qui venaient de Montessori. Donc la méthode n'est pas mauvaise. Les personnes les plus adaptées au monde actuel, ceux qui ont réussi dans la high-tech, venaient de Montessori. Donc ils étaient bien adaptés au monde moderne. Beaucoup plus adaptés que nous qui sommes des gens normaux, quoi. Et donc j'ai un avis positif sur Montessori. D'accord. Ensuite, l'autre point que je mettrais, c'est que l'enfant, il faut le mettre avec des gens qui lui ressemblent. Ah oui, ça, on retrouve ça partout. Il amène ça partout. Ils se sentent bien entre eux. Et il y a besoin. D'accord, oui. Et ça, c'est très net. Bon, il y a plein de clubs qui existent, ils amènent ça. Alors, les clubs existent globalement par écart-type. 2 écart-types, c'est Mensa. 3 écart-types, c'est Triple Nine, la plus grosse. Et 4 écart-types, c'est Prometheus, la plus grosse. Mais essayer de se retrouver ensemble parce qu'ils se sentiront beaucoup mieux. Donc en fait, idéalement, il faut voir si jamais dans le lot, il n'y a pas un enfant qui, lui, est HPI et c'est avéré. Et si par hasard, il y a des autres qui se sont aimantés autour, il y a de très fortes chances qu'il le soit aussi. Il y a de fortes chances. D'accord. C'est pas des certitudes, mais il y a de fortes chances. C'est une probabilité, c'est une façon de détecter un petit peu. D'accord. C'est une façon de détecter, il y a de fortes chances. Mais bon... Le QI est une caractéristique, comme je disais, alors sur le grand nombre, extrêmement importante, au niveau individuel, très importante, mais ce n'est pas la seule caractéristique de la personne. Ce que je défends tout le temps, une caractéristique n'est pas une identité. D'accord. Après, je suis parent... C'est-à-dire, ça ne définit pas qui vous êtes, quoi. C'est une caractéristique que vous avez. Alors, par contre, on va aussi débunker un mythe. Un enfant ne va pas se mettre tout seul, comme ça, tout d'un coup, à parler de physique nucléaire. Ça n'existe pas. La génération spontanée de flash, comme dans les films, là, c'est pas vrai, ça. C'est qu'il a lu quelque part sur le sujet. Bon, il y a eu des cas quand même. Bon, je pense à comment il s'appelle, Ramon Tudor.
Raja, comment s'appelle le mathématicien indien, très célèbre, qui avait réinventé des parties des mathématiques tout seul dans son coin. Il était extrêmement associable parce qu'en Inde, même en Inde, il était connu comme un génie. Donc il aurait pu avoir le soutien qu'il voulait. Et il avait fait il a réinventé tout seul un certain nombre de choses. Il avait quel âge ? Réinventé, il avait quel âge ? Je sais plus, il avait 20 ou 25 ans. D'accord, je veux dire, il s'est pas mis à parler de ça à 5 ans de manière spontanée. C'est un c'est qu'il l'a entendu quelque part. Oui, d'accord, bien sûr, tout à fait. Ok. Oui. Ah oui, beaucoup de haut QI ne sont pas les caricatures qu'on voit partout. C'est-à-dire, voilà. Les jeunes von Neumann, c'est des cas extraordinaires, quoi. Sidis, von Neumann, etc. C'est pas ce qu'on appelle des hauts QI, c'est des génies hors normes. Alors on va préparer, parce qu'on va dire aux gens qu'on aura une seconde émission sur la psychologie évolutionniste, où là on va taper un peu sur l'Occident, là. On va préparer un petit peu le thème. Je connais la réponse, vous aussi, je vous interroge en off, mais on va la redire. Moi je suis arrivé en France avec une petite fille de QI de 133, IRP, testé, tout ça et autres. Et ici on m'a dit, ah mais non, mais ça va pas du tout. Vous la faites travailler beaucoup trop, elle est beaucoup trop avancée, c'est pas bien, il faut qu'elle joue. Et en fait, ils n'ont pas du tout voulu, à la limite c'est un handicap, elle était handicapée, quoi. C'était pas bien, il fallait qu'elle revienne comme les autres. J'ai l'impression que l'Occident, contrairement à ce qui peut se passer dans certains États des États-Unis et dans certains pays d'Asie du Sud-Est, n'a pas une bonne image du QI et c'est devenu quasiment... On va parler d'un HPI comme quelqu'un qui a un problème, qui est handicapé, et non pas qui a un avantage. Oui, alors, il y a plusieurs thèmes là. Vous avez 2 minutes. Rapidement, la notion QI, handicap ou avantage, c'est depuis 30 ans, ces 30 dernières années, c'est vraiment une sinusoïde. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est à la mode de dire que c'est bien et des moments où c'est à la mode de dire que c'est mal. Que ça provoque un handicap, d'autres vont dire que c'est très positif. En réalité, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est les deux à la fois. En effet, moi, j'ai vécu personnellement le fait d'être trop en avance, où un enfant n'a pas un tel vocabulaire, ne doit pas avoir un tel vocabulaire à cet âge-là, donc je note faux. C'est une tendance en France qui disait en France l'égalité consiste à trancher les têtes qui dépassent. Ça ne se retrouve pas qu'au niveau économique, ça se retrouve au niveau de l'intelligence aussi, des capacités. Il y a une forte, je crois, jalousie sur le voisin, puis aussi une mythification du QI. Comme je disais tout à l'heure, c'est une caractéristique, c'est pas une identité, quoi. Faut faire avec. La personne fait 1m90, c'est une caractéristique, c'est pas son identité. La personne a un QI de 150, c'est une caractéristique qui joue énormément sur ce qu'elle est, qu'à prendre en compte parce qu'elle a beaucoup d'importance, mais c'est pas son identité. Elle a aussi plein d'autres choses. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas forcément évident. On trouve des gens qui vont s'isoler, qui vont dans l'informatique, on en voit beaucoup, qui ont échoué à l'école et puis qui se révèlent soudainement dès qu'on leur donne leur ordinateur et qu'on commence à leur permettre de coder, faire ce genre de trucs. Il peut y avoir un cas où c'est le lien QI syndrome d'Asperger. Maintenant qui est classé dans les troubles du spectre autistique, où il apparaît que le syndrome d'Asperger potentialise le QI et permet de s'exprimer. Philippe Gouyoux, on vous trouve donc sur gouyoux.com, GOUILLOU.com, c'est bien cela. Votre ouvrage QI des causes aux conséquences est également traduit en anglais. Et nous vous retrouverons dans quelques semaines sur RLP pour parler de psychologie évolutionniste. À tous les auditeurs, merci à vous. La suite des programmes sur RLP, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.